Bienvenue dans un nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage, le podcast qui, comme un voyage, se vit en mouvement. Je suis Pierre Donnel, chef concierge d'un grand hôtel à Paris et depuis plus de 20 ans, j'ai la chance d'avoir rencontré d'immenses personnalités qui m'inspirent dans mon quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une grande figure de la mode qui, de par ses métiers divers, mannequin, directrice de casting, a voyagé partout dans le monde entier. Bonjour Patricia, Bonjour Pierre. comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que la mode, c'est toute votre vie? Une grosse partie de ma vie. Ouais. Une grosse partie de ma vie, oui. Justement, j'aimerais bien qu'on commence avec ça. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Absolument, c'est une longue histoire. Alors, je suis italienne, comme vous pouvez entendre à mon accent. Je suis d'une petite ville en Italie qui s'appelle Ravenne, enfin petite, pas si petite, qui s'appelle Ravenne, très connue pour les mosaïques, sûrement vous devez connaître. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 20 ans, 19 précisément. J'ai fait toutes mes études et ensuite je suis partie à l'université à Bologne. Arrivée à l'université pour des raisons d'éducation, c'est-à-dire j'avais une famille très très sévère. Donc arrivée à Bologne, comme j'étais sur place dans un appartement, vous savez, la colocation, avec des étudiants. Beaucoup de libertés sont arrivées. Beaucoup de liberté et des résultats plutôt moyens à la fin de l'année. Et donc, sous la pression de mon père, il fallait absolument que je trouve un travail. Parce qu'il m'avait menacé de me couper les vivres si je ne rattrapais pas mon retard scolaire. Gros retard, gros retard. Donc, je commençais à chercher du travail, n'importe quel travail. J'aurais voulu... En fait, mon rêve, c'était de travailler dans une joaillerie. J'adore les bijoux et je voulais m'occuper... J'aurais voulu faire gémologie, en fait. Mais le propriétaire de cette boutique, il souhaitait peut-être ne pas m'engager, mais il m'a présenté, j'ai eu la chance grâce à lui de rencontrer la famille Bolgomanero qui à l'époque était propriétaire de La Perla. Et j'ai commencé comme ça en faisant de petits showrooms, peut-être je vais raccourcir parce que c'est très long. Je commençais à faire des showrooms, des petits défilés, et grâce à un photographe local, j'ai été mise en contact. En fait, ce photographe m'avait raconté à l'époque que ça existait des agences de mannequins. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'agences de mannequins. J'étais bien dans mon petit monde provincial. Je trouvais ça très sympathique. Je m'amusais beaucoup même. Mais sur son conseil, il m'a expliqué que les agences de mannequins travaillaient de manière internationale et que si on rentrait dans une agence de mannequins, on pouvait gagner beaucoup d'argent. 10 fois plus que ce que vous gagnez. 10 fois plus de ce que je pouvais gagner. Donc, ça allait résoudre mon problème de vivre. Et donc, sur son conseil, je l'ai accompagné. Il m'a expliqué que quand il avait des travaux, un travail important, vous savez, dans ma région, Ravenne, l'Emilia-Romagne, c'est une région très riche. Il y a beaucoup d'usines, beaucoup de textiles. Et donc, il m'avait invité à le suivre quand il serait parti à Milan à son prochain voyage pour un casting. Oui. Parce qu'en fait, quand il avait un travail plus important, il ne se contentait pas de nous, petites pseudo-mannequins provinciales. Il allait évidemment dans une agence de mannequins pour avoir le choix sur des mannequins beaucoup plus haut niveau, je dirais. Dont c'était le métier. Donc c'était c'était notre métier aussi, mais je pense que si vous n'êtes pas dans une agence, vous ne voyez pas grand-chose. Je ne sais pas quelle était sa théorie. Mais je pense que c'était vraiment pour m'aider. Parce que je pense qu'il voyait du potentiel. Et donc, il m'avait dit, voilà, l'agence de mannequin, donc il m'avait dit, super. Donc, me voilà parti avec lui 15 jours après pour son casting et arrivé dans une agence de mannequins à Milan. Alors, j'étais absolument fascinée. Je m'imaginais les mannequins tellement magnifiques, ce qu'elles sont en réalité. Mais, enfin, vous ne vous imaginiez pas à cette place-là? Non. Absolument pas. Mais je me suis dit, si on peut gagner beaucoup plus d'argent, pourquoi pas? Bien sûr. Mais mon idée, c'était de rester à Bologne, parce que j'adorais Bologne. En fait, vous savez, à l'époque, c'était fin 1980. Il y avait les Osterie, vous savez, Lucio Dalla, vous avez entendu parler de Lucio Dalla? C'est un chanteur très, très connu, italien. Il est décédé maintenant, malheureusement.
Mais c'était ses débuts, parce que 80, c'était il y a 45 ans. Et donc, il chantait dans les hostéries. Et il y avait tous les étudiants, c'était une ville d'étudiants. C'était super, c'était génial. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Oui, ce qui vous a amené à... Oui, qu'est-ce qui m'a amené à ne pas travailler Ouais. et donc à être obligée de m'autofinancer parce que mon père ne voulait pas suivre. Et donc me voici arrivée à Milan. Et dans mes intentions, c'était de ne pas rester à Milan, parce que je trouvais Bologne beaucoup mieux. Je n'aimais pas tellement Milan, en fait. Je trouve que Milan, aujourd'hui, 45 ans après, c'est beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'était une ville très provinciale. Et le milieu des mannequins, c'était pas très sympathique. En fait, j'avais trouvé ça pas sympathique du tout. Pardon de critiquer mon pays, mais j'étais la seule italienne. Donc j'étais la seule qui comprenait tout ce que les gens disaient. Je trouvais que c'était vraiment pas très sympathique. Donc j'ai détesté Milan. Donc je voulais rentrer à Bologne. Mais cette agence de mannequins m'a expliqué qu'en fait, quand on est un mannequin professionnel, il faut faire des castings, il faut construire un book. Donc je me suis dit, bon, et donc ils m'ont expliqué que je ne pouvais pas rester à Bologne tout le temps, mais qu'il fallait que je passe au moins quelques jours par semaine à Milan pour rencontrer les photographes, pour faire des tests, pour faire des castings. Qu'est-ce qu'un casting? Vous avez un book, vous vous promenez partout, vous avez très mal aux pieds, vous allez voir les gens, et vous vous présentez, vous dites, voilà, je m'appelle Patricia, je suis mannequin, montrez-moi votre book. Et un jour, en faisant un de ces castings, j'ai rencontré un photographe qui s'appelait Olivier Rotoscani, qui était un mec super. C'était un monsieur génial, très talentueux. Je pense que vous devez le connaître. Il avait fait toutes les campagnes Benetton, les campagnes Choc. Et il est décédé il n'y a pas très longtemps. Il est décédé il y a très peu de temps. Et ce monsieur génial m'avait dit, t'as l'air pas trop bête, pourquoi tu veux être mannequin? Et je lui ai dit, tu sais, il faut que je gagne un peu d'argent, parce que je veux rester à Bologne. Et donc, j'avais un peu travaillé avec lui, il était super. En tant que mannequin? En tant que mannequin. Et en fait, il m'avait dit, tu sais, tu es trop latine pour rester en Italie, tu es trop méditerranéenne, il faut que tu ailles à Paris. Et donc, il m'avait fait un petit mot sur mon agenda pour Odile Saron, qui à l'époque était la rédactrice, la directrice de casting du journal Elle, qui est dans les années 80, enfin, ça c'était fin 80. Maintenant, vous avez Self-Service, le Vogue, mais dans les années 80, l'OL était un magazine super. C'était la référence. Ouais. C'était vraiment référence. Donc, ma petite agenda avec le mot d'Oliviero qui dit « Chère Odile, voici Patricia, je pense qu'elle serait parfaite pour ma prochaine série. » Voilà. Donc, bon, je prends mon agenda, je retourne à mon agence et tout le monde me dit « Mais tu ne te rends pas compte de la chance, la chance. » Je dis « Ah bon, la chance ?» Bon. Donc, je prends mon agenda, je prends l'avion. Je n'avais pas pris souvent l'avion de ma vie. Donc, et je viens à Paris pour la première fois de ma vie. Donc, ça, c'est fin des années 80. C'était novembre 1980. Je me souviens très bien. D'accord. Novembre 1980. Je prends l'avion. Mon agence me dit, c'est génial, c'est la chance de ta vie, il faut que tu ailles. Moi, je ne me rends absolument pas compte de tout ça. Mais tout ça se passe très vite, en fait. Très vite, très, très vite. Donc, je prends l'agenda, je viens à Paris, je viens rencontrer Odile Saron, qui est charmante et tout ça. Et j'étais bookée tout de suite pour une série, pour ce fameux journal Elle. Donc, ça, c'est un souvenir très marquant pour moi. La première fois que je suis arrivée au studio, pour moi, c'était tellement nouveau. Oui. Et Paris, pour moi, c'était une ville incroyable. Le journal, c'était un magazine incroyable. Et je m'imaginais les autres mannequins tellement magnifiques. Et j'étais dans mon coin, toute timide. Et voilà comment ça a commencé. Donc, je commençais à travailler pour l'OL. J'ai travaillé, je crois, 3 semaines d'affilée. Tous les jours. Tous les jours. Mais quand vous arrivez à Paris, à ce moment-là, c'est pour vous installer définitivement? Pas vous ne savez pas? Pas du tout. Je voulais rester une semaine. Et même au début, je vais vous dire où j'ai logé, j'étais dans cette agence à Milan qui s'appelait Fashion, qui à l'époque était une très grande agence, qui était l'agence correspondante de l'agence Ford, Eileen Ford, qui était à l'époque l'une des plus grosses agences. Une des plus grosses. C'était une dame très importante dans la mode. Et à Paris, ils étaient associés, enfin, ils travaillaient en collaboration avec une agence qui s'appelait Karine, qui était une ancienne mannequin, elle s'appelait Karine Lamotte, c'est une Suédoise, qui était une poupée de Eileen Ford, qui avait ouvert sa propre agence. Donc, évidemment, Fashion m'avait mis chez Karine,
Et j'habitais dans la chambre de la jeune fille, de la fille au père de Karine Lamotte, D'accord. à la Tour Maubourg. Et je devais rester une semaine. Et après, c'était une deuxième semaine, après une troisième semaine. Donc, Karine, au bout d'un moment, a dit je ne vais pas la garder chez moi tout le temps. Donc, on m'a mis dans un appartement rue des Acacias. On appelle ça les appartements d'agence. Et À ce moment-là, vous avez arrêté vos études? non, pas du tout, mais je voulais vous rentrer. continuez les études. Ça, je vous pas, ça a été assez rapide. Ouais. C'était 3 semaines, un mois. Je ne voulais pas rester à Paris. Je ne parlais pas français. Il n'y avait pas de téléphone portable. J'habitais rue des Acacias, à l'angle de l'avenue MacMahon, je pense. Ouais. Donc le soir, je descendais. Il y avait les cabines transparentes avec les pièces. Et j'appelais ma maman tous les soirs, et presque en larmes, parce que je voulais rentrer chez moi. Mais ça ne vous plaisait pas, le métier, ou c'est parce que vous étiez trop loin de chez vous? Mais j'avais pas d'amis. Je parlais pas français, je parlais un peu anglais. Et je ne voulais pas rester ici. Je ne trouvais pas les Français très gentils. Je trouve que personne ne faisait un effort de... En fait, c'est très amusant, parce que maintenant, je suis évidemment, mon mari est français, je suis presque française. Mais au début, j'ai même découvert avec le temps que des commerçants à côté de chez moi parlaient italien. Mais personne ne faisait l'effort de me répondre. Donc, c'était difficile pour moi au début. Et donc, au bout de ces 3 semaines, vous rentrez en Italie. À quel moment Mais vous j'ai vous rentré tout le temps en Italie avec le train couchette à 6 places. J'ai rentré tout le temps. Et après... à quel moment vous vous installez en fait, définitivement à Paris? Quand j'ai rencontré mon mari, en fait. Ouais. Parce que jusque-là, je ne pensais pas que j'allais rester. En fait, ce qui se passait, c'est que... Alors, j'ai fait ces séances de photos avec le journal Elle. Et après, vous savez, la mode, c'est de fil en aiguille. Enfin, comme dans la vie, en fait. Parce que vous êtes au studio, on a parlé du studio Pin-Up tout à l'heure, Off, qui était un studio génial. Alors, vous êtes dans le studio et vous rencontrez dans le couloir le photographe qui travaille dans le studio à côté, qui vous dit, qui êtes-vous, dans quelle agence vous êtes. Donc, vous commencez à avoir des propositions de travail. Alors, votre agence vous dit, tu sais, Patricia, la semaine prochaine, tu as cette option, cette option, cette option. Et moi, j'ai dit, non, je veux rentrer chez moi. Et on me dit, mais tu sais, ça, c'est le journal, je ne sais pas, très important, ou ça, c'est payé tant. Alors, quand vous êtes étudiante et on vous propose autant d'argent, c'est le rêve. Bien sûr. Donc, vous dites, non, je reste encore une semaine, après encore une semaine, après encore une semaine. Et de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, ça fait 45 ans, je suis toujours là. Maintenant, je ne me dis plus, je pars la semaine prochaine. Maintenant, depuis quelques années, je sais que je vais rester là. Combien de temps elle dure votre carrière de mannequin? J'ai travaillé jusqu'à... En fait, mon plus jeune fils est né en 91, donc j'ai travaillé de 80 à 91. 11 ans. 11 ans. Et après, la naissance de votre premier enfant, c'est ça qui déclenche non, ça, mon premier enfant est né beaucoup plus tôt. Ah oui. Parce qu'en fait, je suis arrivée donc, fin 80, et j'ai rencontré mon mari mai 81. Donc en fait, je suis restée seule très peu de temps. Oui. Et finalement, vous avez fait des allers-retours en Italie assez souvent, pendant mais ce temps-là, pendant très peu de temps. Oui. Pendant une année. 6 mois, environ, même pas 6 mois. Je l'ai rencontré au bout de 6 mois. Donc vous rencontrez votre mari, oui. vous vous installez en France. Donc, quand j'ai rencontré mon mari, je ne savais pas que j'allais m'installer complètement avec lui. J'ai continué à penser que peut-être ça aurait été juste une histoire de quelques mois, je ne savais pas. Et quelques années plus tard? Et non, après, mon premier fils est né en 83. Ouais. Donc, une fois que quand j'ai décidé d'avoir mon fils, je savais que j'allais rester. Je savais que s'il était le père de mon fils, bien sûr. J'espérais rester avec lui, en tout cas. Donc, j'ai continué le mannequinat. Et j'ai toujours dit que j'arrêterais le mannequinat de mon propre gré avant que les gens me jettent. J'ai très bien travaillé. J'étais presque un top modèle, mais j'ai bien travaillé comme mannequin. Et j'ai toujours dit que je voulais m'arrêter. Je me serais arrêtée avant. 11 ans, c'est quand même une belle carrière. Mais les années 80, c'était... Oui, c'est pas la même chose. C'est pas comme maintenant, parce qu'on va en parler plus tard de ça. Et donc... Et en 91, vous restez dans la mode, mais... En 91, j'ai décidé d'arrêter le mannequinat, parce que je ne voulais pas être un mannequin aigri. Je voulais m'arrêter en pleine gloire, entre guillemets. Donc, le bon moyen, c'était d'avoir un deuxième enfant. Parce que, voilà, je me suis dit, enfant, terminé, peut-être plus de travail, peut-être que mon mari va pouvoir m'entretenir. Donc, j'ai eu mon deuxième enfant, mais mon mari, au bout de quelques mois, il m'a dit, c'est pas une bonne idée que tu restes à la maison. Il faut que tu fasses autre chose. Parce que lui aussi est dans la mode. Alors, mon mari a
fondé la société, une société de production d'événements qui s'appelle La Mode en Image, qui est une société très très importante dans le luxe. Je pense qu'il a fait le plus beau défilé, enfin, je me permets de le dire, c'est pas lui qui le dira, mais moi je le dirais. Très objectivement. Oui, les plus beaux défilés, je pense depuis... D'abord c'était le premier, c'est lui qui a inventé les défilés, avec Paco Rabanne, dans les années 70. Et il a fait la Coupe du Monde en 98, la finale Saint-Laurent, il a fait les 100 ans de la Tour Eiffel, il a fait plein de choses. Il a travaillé avec toutes les plus grosses maisons de luxe. Et lui, il m'a poussé en me disant, tu ne vas pas rester à la maison, et viens m'aider, tu vas commencer à m'aider. Et donc j'ai commencé à l'aider. Donc quand il organisait des défilés, j'allais avec lui pour expliquer aux mannequins comment on marchait, pour leur expliquer. Parce qu'un défilé, ça a l'air très stupide, hein. Vous avancez, vous reculez, mais en fait, vous avez des lumières. Oui, c'est millimétré. C'est millimétré, il y a des musiques, il y a des éclairages, il y a des photographes, il y a des vidéos. Donc, on ne le fait pas au hasard. Il faut le faire, il faut suivre des indications, il faut suivre une mise en scène. Et comment vous en arrivez à aider votre mari sur ces événements, à directrice de casting, puisque... Alors, donc, en fait, comment c'est arrivé le dire? Mon mari, à l'époque, avait un client au Bosphore, comment ça s'appelle? Turquie. Un gros client turc qui faisait des maillots de bain. Et en fait, le rêve de ce client turc, c'était de faire un catalogue avec Claudia Schiffer, qui n'était pas encore la Claudia Schiffer des années 90, mais elle était déjà très connue. Elle était déjà connue. Donc mon mari rentre de ce voyage, il faisait des événements pour ces gens, et il me dit, tu sais, il voudrait booker Claudia Schiffer pour un catalogue. Est-ce que tu peux t'en occuper? Je dis, booker Claudia Schiffer pour un catalogue, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Et je me lance dans l'histoire, et en fait, si, c'était très compliqué, parce que Claudia Schiffer, déjà, elle ne voulait pas aller en Turquie, parce qu'il y avait des tensions entre l'Allemagne et la Turquie. Après, son père, qui était avocat, contrôlait à mort son image, donc il fallait donner toutes les utilisations. Après, elle nous a donné son équipe, après, elle nous a donné son budget. Enfin, c'était un gros travail, mais pour moi, c'était comme un pari, c'était comme un jeu. Et en plus, l'orgueil, donc il fallait réussir. Pour moi, c'était très important, même vis-à-vis du regard de mon mari, je pense. Parce que, vous savez, être mannequin, c'est bien, vous êtes jolie, tout le monde, toute la journée, vous dites que vous êtes jolie, mais c'est sympathique de temps en temps de ne pas être que jolie, de pouvoir avoir du caractère, de pouvoir réussir des choses. Donc pour moi, c'était très important. Et vraiment, je me suis battue et j'ai réussi à avoir Claudia Schiffer pour ce fameux catalogue en Turquie. C'était génial. Donc je suis partie, évidemment. Et donc ça a commencé un peu comme ça, le virus. Enfin, parce que c'était comme un jeu, comme un pari, en fait. Et donc je commence à l'aider. Donc je continue. Donc je commence à aider mon mari dans les mises en place et tout ça. Mais évidemment, grâce à lui, j'ai rencontré des créateurs. Parce que quand vous allez assister, bien sûr. Plus j'étais jeune et jolie à l'époque, donc dans la mode, ça aide. Et donc, en fait, mon premier gros casting, à l'époque, on travaillait avec un créateur qui s'appelait Olivier Teskens, qui était un génie. Il était tout jeune, je pense que ça a été le plus jeune créateur, il est belge. Il avait commencé sa propre ligne, je crois qu'il avait 21 ans. Et donc, il présentait... Et mon mari a toujours aidé aussi la jeune création. Et donc, il bricolait, en fait, il travaillait avec tous ses copains sortis de l'école d'Anvers. Et la personne qui s'occupait de son casting, c'était une de ses copines d'école, mais qui avait été engagée pour faire toute la partie joaillerie, je ne me souviens plus son nom, ça m'échappe au moment, chez Chanel. Donc, Olivier s'est retrouvé tout d'un coup, sans personne pour le casting. Et moi, je saute sur l'occasion, je lui dis, mais moi, je veux le faire avec toi. Et je l'adorais en plus. J'adorais ce qu'il faisait, il était tellement gentil et c'était quelque chose qui me plaisait énormément. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai travaillé des années avec lui. Et après, c'est défilé à lui. Après, c'était Albert Elbaz, parce que mon mari travaillait pour l'Invent. Même chose, j'ai dit Albert, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Et donc j'ai travaillé. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à travailler pour ces gens exceptionnels. Et toutes mes collaborations ont duré, Olivier, ça a duré 20 ans. Donc j'ai fait toutes les années Rochas, après j'ai fait les années Nina Ricci, après je l'ai suivi chez Theory à New York. Donc après il est revenu, il a fait sa propre ligne, donc j'ai travaillé 20 ans avec lui, 15 ans avec Albert.
Et là où j'étais très, très, très fière, c'est qu'au début, j'ai connu Albert parce qu'il travaillait avec la mode en image. Mais au fil des années, vous savez, c'est normal, les gens ont envie de changer. Donc Albert a parfois changé de production. Moi, je suis toujours restée. Donc il allait travailler d'autres productions. Et moi, j'ai 15 ans. Je travaille avec lui et il était génial. Et après, j'ai eu d'autres personnes. Une autre personne qui a été très importante pour moi, c'est Riccardo Tisci. Après, c'était... mon dernier c'est Pierpaolo Piccioli, avec qui j'ai travaillé 15 ans chez Valentino. D'abord avec Maria Grazia, ensuite avec lui tout seul. Et quand il est parti, donc en mars 2024, enfin avril, je crois qu'il est parti, j'ai décidé qu'à 45 ans de mode, c'était suffisant. Et donc vous avez décidé d'arrêter. Et j'ai pas complètement arrêté. J'ai fait encore des petites choses. Ce que je ne veux plus faire, c'est les castings défilés. Et donc, vous avez décidé d'arrêter la mode, mais pas véritablement l'arrêter. Non, pas véritablement arrêter parce que je l'aime. Et ensuite, je veux garder le contact avec les gens que j'aime. Mais ce que vous avez décidé d'arrêter, c'est les castings. Les nuits blanches. Les castings pour les défilés. Les nuits blanches et le stress, ça je ne veux plus. Et donc dernièrement, vous avez ouvert une galerie. J'ai ouvert une galerie dans un espace très sympathique rue Dauphine, au 21 rue Dauphine, donc très près de où j'habite. Donc pas beaucoup de temps de transport, donc à 5 minutes de où j'habite. Et j'expose et je vends des choses que j'ai collectionnées au cours de 45 ans, un peu moins. De mes premières 20 ans, tout ce qui est 80 et 90. D'accord. Donc des vêtements, des photos, parce qu'on a collectionné beaucoup de photos aussi. Des photos de meubles, des objets. Et ça, c'est tout récent, hein, je crois, ça a ouvert. Un mois, ça fait un mois. Comment vous est venue l'idée de partager ça? Ça m'est venu parce que je ne voulais pas m'enfermer chez moi. Ouais. J'ai trouvé que c'était... J'aime les gens, j'aime le contact, j'aime rencontrer des gens nouveaux aussi. Et en fait, j'ai découvert qu'avec un espace, avec une galerie, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Parce que les gens rentrent, ils vous posent des questions. En plus, j'ai fait en sorte de faire un mur avec plein de photos qui racontent un peu ma vie. Donc, ça me permet de... C'est pour ça que vous l'appelez la galerie plutôt que le showroom ou la boutique? Oui, voilà. C'est pour ça que je l'appelle la galerie. Mais parce qu'il y a de tout aussi. Donc, ce n'est pas vraiment une boutique. Oui, il y a des vêtements. En fait, c'est un cabinet de curiosité, si vous voulez. De Patricia. De Patricia, voilà. Exactement. Alors, on va revenir sur toute cette carrière incroyable que vous nous avez évoquée. J'imagine qu'il y a des tonnes d'anecdotes et des tonnes de détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé pour le moment, c'est que votre métier, vos métiers, parce qu'il y en a plusieurs consécutivement, vous a amené à voyager beaucoup aux quatre coins du monde. Absolument. Quelles ont été les destinations ou certainement en plus une époque, parce que les années 80, quand vous avez été mannequin, et les années 90 sont complètement différentes de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans cet univers-là. Quelles ont été les destinations qui vous ont le plus marqué ou les moments forts de cette période-là? Les destinations sont l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, les îles, parce que souvent on partait shooter dans les îles. Parce que le Brésil. C'est ce que vous m'expliquiez, c'est que à l'époque, quand on voyageait pour un shooting, c'était des longs séjours. On partait 10, 15 jours. La différence qu'il y a avec les années 80 surtout, et aujourd'hui, parce que je connais un peu, vu que je m'occupe de la partie casting, il y avait beaucoup plus de liberté, il y avait plus de... Le côté économique était important, bien sûr, parce que tout le monde travaille pour gagner de l'argent, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de contraintes. Aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette pression, et je le ressens aussi auprès de créateurs avec qui j'ai travaillé, il y a cette pression du résultat, du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'ignorer. Vous ouvrez n'importe quel magazine, enfin quel journal économique en ce moment, vous voyez que l'action Kering est descendue, que M. Arnault a perdu tant de milliards. Je ne le plains pas, tous ces gens vont très très bien. Mais je trouve que le côté économique et résultat en ce moment est
depuis quelques années, est très lourd. Alors que dans les années 80, enfin, M. Montana, M. Mugler, M. Gauthier, M. Anne-Marie Beretta avaient l'air de ne pas être inquiets du tout de ça. En fait, il y avait un côté très détente, très créatif. On s'amusait beaucoup, on sortait beaucoup, on faisait la fête. Je ne sentais pas du tout cette pression. Il y avait pas... Bien sûr, il y avait des retards. On dormait moi aussi parce que les pièces arrivaient en retard et tout ça. Mais je ne sentais pas cette pression. Et donc on voyage longtemps. Et toute la partie voyage, quand on partait pour faire des campagnes, parce que j'ai fait des campagnes pour la Samaritaine, j'ai fait des campagnes Fendi, enfin je me souviens même pas toutes les campagnes que j'ai fait, mais je n'ai fait pas beaucoup en 10 ans. Eh bien on partait à l'autre bout du monde et on faisait 3 photos par jour. Et après on s'inquiétait du fait qu'on soit fatigué et qu'on soit à jet lag par exemple. Et donc on avait 2 jours de libre pour récupérer le sommeil. Et ensuite, on shootait très tôt le matin et tard le soir parce que la lumière est la plus belle. Mais le reste de la journée, on était à la plage, c'était génial. Alors que maintenant, par exemple, les personnes partent pour une campagne, elles vont faire 15 photos par jour ou 20 photos par jour. Je pense qu'il y a encore quelques voyages, mais moins. Oui. À l'époque, il y avait... Vous savez, le magazine, Elle était invité par le ministère du Tourisme. Et à la fin du reportage, c'était le journal Elle remercie l'île, je ne sais pas quoi. Oui, parce que ça permettait à la destination de mettre en valeur... Pour la promotion du lieu. Oui. Donc que ce soit les Club Med, que ce soit le Sénégal, le Brésil. Le Brésil, je crois que c'est une destination qui vous a marqué. Oui, j'adore le Brésil. J'adore le Brésil et j'adore le peuple brésilien. Oui. Je trouve que c'est un peuple très chaleureux, très festif, c'est des gens chaleureux. Alors peut-être ça vient de mon côté italien ou latin. Je me sens proche. Je trouve que c'est des gens, même quand ils n'ont pas d'argent, vous vous promenez sur une plage, ils ont 3 bidons, et ils font de la musique et ils dansent. J'aime beaucoup. Et je les retrouvais aussi plus tard parmi les mannequins brésiliens, par exemple. Oui. J'ai trouvé que c'était des filles ou garçons, beaucoup plus généreux, très généreux. Moi, j'ai des souvenirs d'un défilé Givenchy avec Riccardo Tisci, avec Gisèle Bündchen, qui était déjà une super méga star, en train d'apprendre en petites nouvelles, à la rassurer, à lui dire mais tu vas marcher comme ça, il ne faut pas que tu sois inquiète. Vraiment très généreuse. Et ça, c'est ce que vous aviez vécu lors du premier voyage que vous avez fait au Brésil? Oui. Je trouve que c'est des gens généreux, chaleureux. C'est ce qui vous a le plus marqué finalement dans ce voyage, c'est le contact avec la population et avec... c'est ce que la beauté des lieux aussi, la beauté des lieux. Oui, mais la première chose dont vous parlez, c'est véritablement le souvenir de cette culture et de cet environnement où d'une part, vous vous êtes senti à votre place, mais vous êtes revenu probablement enrichi avec tout un tas d'éléments dont vous n'aviez pas connaissance avant. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup de points communs avec l'Italie peut-être, les superstitions, la danse. Ouais. J'adore le Brésil en fait. Et des destinations à l'inverse qui peut-être vous paraissaient des destinations de rêve et qui vous ont déçu, sans forcément citer des noms, mais est-ce que c'est déjà arrivé que face à des grandes attentes, vous ayez eu quelques déceptions? Oui. Les déceptions, c'était des déceptions peut-être par rapport à des cultures qui me correspondaient moins, peut-être. Oui. Je ne vais pas les nommer quand même. Non, non, mais encore une fois, tout l'intérêt, c'est de voir que un voyage, c'est véritablement une immersion dans une destination, et une destination, c'est une culture. Ce n'est pas uniquement une visite des monuments. Non, c'est pas. Pour ce qui me concerne, bien sûr, il y a la visite des musées, des monuments, parce que on peut trouver des choses extraordinaires. Mais déjà, quand on vit à Paris, on en a beaucoup. Hein. Mais il y en a beaucoup ailleurs aussi. Donc, mais je pense que c'est aussi connaître d'autres cultures, rencontrer des personnes, voir comment ils vivent, voilà, leurs coutumes, leurs habitudes. Pendant toutes ces années, vous avez voyagé uniquement pour le professionnel? Non, je voyageais en vacances aussi. Et vous arriviez à déconnecter entre le moment où vous partiez pour les vacances
Et le moment où... Parce que professionnellement parlant, aujourd'hui, on est systématiquement connecté, on peut être connecté de n'importe où. Et vous savez, oui, bah, c'est-à-dire que peut-être les dernières années, moins, parce que Ouais. quand... Mais moi, j'ai connu, il n'y avait pas les portables. Hein. Oui, bien sûr. Vous êtes jeune, vous imaginez pas ça. Mais dans les années 80, on n'avait pas les portables. Vous savez, maintenant, tout est sur l'ordinateur. À l'époque, mon agence de mannequins avait une table ronde, avec une chose au milieu, avec des classeurs, et ça tournait comme ça. Et vous aviez des feuilles avec toute la semaine, et ils sortaient, et vous aviez vos plannings sur du papier. Alors que maintenant, c'est impensable. Ouais, donc quand on partait en vacances à cette époque-là, on pouvait déconnecter. On pouvait déconnecter parce que personne ne pouvait vous contacter. Et après, ces dernières années, est-ce que j'étais bien embêtée en vacances? Je n'ai pas souvenir. Non, parce qu'en fait, j'ai tellement aimé les gens avec qui j'ai travaillé qu'en fait, j'étais contente d'avoir de leurs nouvelles, même pendant les vacances. Oui, bien sûr. Donc, quand Ricardo, Pierre Paolo m'appelaient à l'été, j'ai trouvé ça très sympathique parce que je les aimais. Je comprends. Et est-ce que, donc il y a combien de temps? On a dit 10 ans de mannequinat et après 30 ans, 32 ans de... Donc pendant ces 40 ans, 45 ans, on a dit. 45 ans. Vous voyagez partout dans le monde pendant. Comment ça influence votre manière de choisir vos destinations pour du perso? C'est-à-dire que vous voyagez partout, vous avez le temps, hein, pendant au moins une partie de cette période-là, vous avez le temps de profiter un petit peu de la destination. Comment on fait pour ne pas se sentir blasé ou lassé par des destinations? Comment on fait pour retourner sur une base de plaisir? Vous n'êtes jamais blasé, vous savez, les voyages, c'est toujours super. Et en plus, j'étais très gâtée parce que j'ai toujours été voyager dans de très bonnes conditions, toujours voyager dans des super hôtels en général, donc vous n'êtes jamais blasé. Je trouve que c'est toujours... vous me proposez demain de partir en Maldives, je pars. Même si vous y êtes allé plusieurs fois. Même déjà. si je suis allée, je suis prête à retourner, aucun problème. Et donc, puisqu'on parle de ça, si je devais vous demander quelle est votre prochaine destination, voyage prévu ou pas prévu? Alors, pour le moment, je n'ai pas prévu de long voyage, parce qu'en fait, j'ai un lieu en Provence. Oui. Donc, maintenant que mes enfants sont très grands, que je n'ai pas besoin de partir pendant les vacances scolaires et que j'ai ralenti mon rythme de la mode, je peux partir à n'importe quel moment de l'année. Bien sûr. Donc, j'essaye d'éviter les moments où il y a gros départ. Donc, cet été, je retournerai sûrement en Provence, parce que j'ai une maison et un hôtel en Provence. Oui. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans des voyages compliqués. J'ai la chance maintenant de pouvoir voyager dans des périodes plus tranquilles. Et alors, qu'est-ce qui sera mon prochain voyage? J'ai très envie de retourner au Maroc. Oui. Oui, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. En fait, ce que je pense que je ne voudrais pas faire, c'est des longs voyages. Des longs voyages en termes de 12 distance? heures, d'accord. De nombre d'heures. Nombre d'heures d'avion. Oui. Et pourtant, je crois que J'en ai fait beaucoup. Oui, vous en avez fait beaucoup. Je pense que vous avez parlé du Brésil. Je pense que ça reste quand même une destination où vous aimeriez retourner. Mais voilà, c'est aussi... peut-être le Brésil, c'est peut-être janvier, février, le Brésil. Un peu avant le carnaval. Un peu avant le carnaval. Il faut éviter quand il y a trop de monde. Voilà, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. J'ai pour tradition de poser la même question à tous mes invités en fin d'interview. Maintenant qu'on a échangé sur la façon dont votre métier a influencé votre manière de voyager et inversement, est-ce qu'il y a une personne à qui vous aimeriez passer le micro pour continuer ces échanges? Ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage ou une personne qui vous inspire et qui vous pensez aurait un point de vue tout à fait original à partager. Quelqu'un de mon entourage? Ça peut être quelqu'un de votre entourage. À qui j'aimerais passer ce micro? Pier Paolo Piccioli. Parce qu'il va venir à Paris maintenant. Vous savez qu'il rentre chez Balenciaga maintenant. Donc je pense que ça serait super de pouvoir lui demander à quelqu'un qui a vécu à Rome. Vous savez, il habitait à Nettuno. Donc il a travaillé 25 ans chez Valentino. Il a toujours vécu à côté, enfin dans son village, comme moi, à Ravenne. Et maintenant, il va devoir bouger à Paris. Donc, je suis impatiente. Ouais, je suis impatiente d'avoir son avis et voir qu'est-ce qu'il en pense. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Merci d'avoir suivi cet épisode d'Impact, le pouvoir du voyage. J'espère que la vision et les mots de Patricia résonneront en vous comme ils m'inspirent au quotidien. Je vous retrouve très vite pour un autre épisode avec un nouvel invité, mais toujours la même question. Comment le voyage nous transforme-t-il ?